Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre conférence où nous allons mener une réflexion sur le rapport entre espace urbain et végétalisation. Ceci à l'aune de réflexions liées à une recherche de qualité de vie, à l'aune de questions évidemment liées aussi à l'écologie. Alors cette rencontre, dans le cadre de Liège Créative, s'inscrit dans le cadre, dans la poursuite d'un fil rouge où nous avons évoqué également le concept de réappropriation citoyenne des espaces publics, c'était la saison dernière, ou des réflexions liées à la biodiversité en ville, notamment avec Stéphanie Van Doslar et Sylvain Boisson. Je cite ces deux conférences parce que je pense qu'elles vont faire écho à des choses qu'on va évoquer aussi aujourd'hui, et ces deux chercheurs sont là. Mais nous avons aussi eu d'autres discussions tout au long de cette saison sur le retour à la nature. C'était vraiment un fil rouge qu'on a décliné. Et je sais que beaucoup d'entre vous avaient pris part à ces différentes réflexions. Donc, on vous remercie pour votre fidélité. Alors, nous allons spécifiquement parler aujourd'hui d'artificialisation des terres et de son corollaire qui est l'imperméabilisation des sols, avec Sébastien Hendrix qui est là, qui nous fait un petit signe, comme ça vous le repérez. Voilà, merci Sébastien d'être avec nous. Donc Sébastien va un petit peu faire un état des lieux de ce qu'on peut observer en Wallonie. À cet égard, il va aussi rappeler les objectifs fixés par l'Europe à l'horizon 2050. Il nous parlera de désartificialisation. Alors derrière ce terme qui n'est pas très facile à se mettre en bouche, se cache finalement une tendance qui est un peu inverse à ce qu'on a plutôt l'habitude d'observer ici. Donc on parle de la tendance à renaturiser des zones qui ont été précédemment artificialisées. Sébastien va nous en dire davantage, donc je ne m'aventure pas plus sur le sujet. Je vous présente Sébastien Hendrix, donc, qui est licencié en sciences biologiques, spécialisé dans l'étude des milieux naturels et de la gestion de la biodiversité. Il est chercheur à l'Université de Liège depuis 2008 et il travaille au sein du Lépure depuis 2011. Et alors, dans le cadre de la CPDT, il étudie plus spécifiquement les interactions entre les activités humaines et les écosystèmes naturels. Et alors, avec lui et à mon écran, il est à sa droite, mais je ne sais pas pour vous. Nous accueillons Basmet, qui nous fait aussi un petit signe. Voilà, merci Basmet, et merci de vous être libéré, parce que j'ai bien pu constater que votre emploi du temps était très chargé, et on pouvait s'en douter. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cet échange. On est vraiment heureux de vous accueillir. Donc, Basmet, c'est architecte de paysage avec une formation également en génie civil. Il a fondé son bureau, le bureau Basmet à Bruxelles en 2007. Il a une équipe d'une vingtaine de personnes et il mène vraiment des projets d'une certaine renommée, je pense, à l'international. Il est actif dans plus de 12 pays. Et il va partager avec nous quelques-uns de ses réalisations, ce qui permettra, en complément à l'exposé de Sébastien Hendrix, d'avoir aussi des exemples de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, et avec un point de vue aussi d'architecte de paysage. Et donc vraiment, vous l'aurez compris, vous le verrez, sa passion, c'est d'allier l'architecture à la nature. Et lui nous parlera aussi de cette notion de déminéraliser les villes. Ce sont des notions qui se regroupent, enfin qui se recoupent, et on verra un petit peu les nuances qui se cachent derrière ces termes qui pourraient apparaître un peu théoriques. Alors, bonjour à toutes et à tous. Là, voilà, je n'arrivais pas à passer à la slide suivante. Maintenant, ça a l'air de fonctionner. Donc, avant de démarrer l'exposé proprement dit, donc je voulais simplement préciser donc, que les réflexions que je vais présenter sont issues d'un travail collaboratif dans le cadre de plusieurs recherches. Des recherches de la conférence permanente du développement territorial de 2018 à aujourd'hui. Et j'en profite au passage pour remercier mes différents collègues qui ont participé à ces réflexions et nos partenaires dans le cadre de la CPDT. Commençons par présenter deux concepts, l'artificialisation et l'imperméabilisation, des concepts qui sont associés à des problématiques distinctes, mais toutefois liées. L'artificialisation des sols, c'est le processus par lequel une surface est retirée de son état agricole, sylvicole ou naturel au profit d'autres fonctions. Donc on peut comprendre que la problématique derrière l'artificialisation des sols, eh bien, c'est la perte de ces espaces agricoles, sylvicoles et naturels, notamment en raison de l'urbanisation croissante. À l'heure actuelle, on estime qu'environ 15% du territoire wallon est artificialisé et annuellement, c'est en moyenne 1200 hectares qui sont artificialisés chaque année.
ces 1200 hectares par an, eh bien, ça correspond à 4 terrains de football par jour. Et la production de logements, ça représente 70% de cette artificialisation. Donc, sur ces 4 terrains de football, eh bien, pratiquement 3 sont associés à la perte de terrain au profit de fonctions résidentielles. L'imperméabilisation des sols, quant à elle, ça consiste en la couverture du sol par des matériaux qui empêchent plus ou moins l'absorption de l'eau. En 2007, le taux d'imperméabilisation du territoire était estimé à 7,2%, mais évidemment, la situation est très hétérogène sur le territoire si on regarde par exemple à l'échelle des communes, comme le montre la carte sur cette dia. Ici, la problématique qui est associée à l'imperméabilisation, eh bien, c'est davantage la gestion des inondations, la gestion du ruissellement des eaux, la fonctionnalité des sols et la biodiversité, notamment la biodiversité des sols. Donc, comme je le disais, ces deux concepts sont fortement liés, tout simplement parce que les terrains imperméabilisés sont en fait une sous-catégorie des terrains artificialisés. Donc, sur cette dia, vous voyez la répartition quelque part de différentes occupations du sol en fonction des différentes catégories, donc les terrains naturels, les terrains non artificialisés, les terrains artificialisés et au sein de ceux-ci, les terrains imperméabilisés. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler du stop béton. Le stop béton, eh bien, il prend son origine, trouve son origine dans un objectif à l'échelle européenne qui a été énoncé par la Commission européenne en 2011, qui est de supprimer toute augmentation nette de la surface des terres occupées d'ici 2050. Et cet objectif, eh bien, il a été transcrit dans le schéma de développement du territoire de la manière suivante: réduire la consommation des terres non artificialisées à 6 km² par an d'ici 2030, donc la moitié de la consommation actuelle, et tendre vers 0 km² par an à l'horizon 2050. Alors, on parle de stop béton, mais par stop béton, on pourrait penser justement que cette problématique concerne l'imperméabilisation des sols, mais le stop béton, en réalité, comme on peut le voir, c'est plutôt la consommation des terres non artificialisées, donc c'est plutôt en lien avec l'artificialisation. Pour parler de cet objectif stop béton, on parle également de zéro artificialisation nette, no net land take en anglais. Et cette artificialisation nette, eh bien, elle implique quelque part que, à l'horizon 2050, en tout cas, le bilan de l'artificialisation sur un territoire devra être nul. Et donc, ça veut dire que si on continue à artificialiser de nouvelles terres, quelque part, il va falloir désartificialiser d'autres terrains. Il va falloir que certaines terres artificialisées redeviennent des terres non artificialisées. Et donc, à partir de 2050, toute nouvelle artificialisation devrait être compensée par une désartificialisation de superficie équivalente. Alors, la désartificialisation, c'est l'inverse de l'artificialisation, donc c'est un retour à un état agricole, sylvicole ou naturel. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous avez un terrain qui a été utilisé pendant très longtemps, comme par exemple pour une fonction industrielle, ou économique, le sol peut avoir été compacté, le sol peut avoir été pollué, et donc on ne va pas pouvoir réutiliser immédiatement la terre pour, par exemple, un usage agricole. Et donc, tel que le dit ici dans cette citation France Stratégie en 2019, renaturer un sol artificialisé, ça nécessite chronologiquement une déconstruction, une dépollution, une désimperméabilisation, la construction de technosols indispensables à la végétalisation, et enfin une reconnexion fonctionnelle aux écosystèmes naturels environnants. Alors, on parle de désimperméabilisation ici. La désimperméabilisation, qu'on appelle aussi déminéralisation, ça concerne la destruction et le retrait du revêtement de sols scellés. Alors, en ville, cette déminéralisation, lorsqu'elle est en plus associée à une végétalisation sur des espaces publics, eh bien, cela participe à renforcer ce qu'on appelle l'infrastructure verte. Et cette infrastructure verte va pouvoir offrir différents services écosystémiques, donc ces fameux services qui sont offerts par la nature. Et on peut notamment citer quelques exemples tels que l'amélioration de la qualité de l'air, une meilleure gestion des inondations et du ruissellement des eaux, une régulation de la température, des températures urbaines,
une amélioration du bien-être et de la santé des citadins, et une amélioration de la fonction sociale et récréative. Et à travers tout cela, eh bien, c'est aussi l'attractivité d'une ville qui peut être améliorée et avec des conséquences également économiques. Alors, par rapport à ces concepts qui sont fortement liés, eh bien, ce qu'il faut aussi retenir, eh bien, c'est que même si le processus semble généralement se produire dans un sens, on passe d'un terrain naturel non artificialisé vers des terrains artificialisés, voire imperméabilisés, eh bien, ce processus n'est pas forcément un sens unique. On peut très bien imaginer de revenir dans l'autre sens, d'avoir une déminéralisation de terrains imperméabilisés, pour revenir par exemple à des terrains pour un parc urbain, par exemple. Et on peut même aller plus loin avec une désartificialisation, c'est-à-dire revenir à d'autres fonctions que les fonctions urbaines, donc des fonctions agricoles, sylvicoles ou d'espaces naturels. Alors, je vais présenter maintenant quelques exemples pour illustrer ces différents propos. Et je vais commencer par un premier exemple qui est la plaine de l'aéroport de Tempelhof à Berlin. Alors, il s'agit d'un site de 380 hectares qui est situé au cœur de la ville de Berlin, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et cet aéroport, donc, qui est situé vraiment au cœur de la ville, a cessé ses activités en 2008. Suite à cela, il est devenu un parc urbain en raison d'une forte mobilisation citoyenne. Donc, dans un premier temps, il y a eu un collectif citoyen qui a appelé à squatter l'aéroport, littéralement. Et à partir de 2010, vu l'ampleur de la mobilisation, les autorités ont décidé d'ouvrir l'aéroport au public. Et à partir de ce moment-là, l'aéroport a vraiment pris une fonction de parc urbain. En 2014, eh bien, cette fonction s'est pérennisée à la suite d'un référendum. Donc, il y avait à ce moment-là un projet immobilier de construction d'un centre commercial sur cet aéroport. Et la population, dans le cadre de ce référendum, s'est prononcée en faveur de la préservation du site, donc, et de manière assez massive, puisqu'il y avait au moins 65% de la population qui était favorable à cette préservation. Aujourd'hui, eh bien, cette plaine de cet aéroport est donc devenue un des plus grands parcs urbains, probablement même le plus grand parc urbain berlinois. Et eh bien, la population de la ville utilise et occupe massivement cet espace, comme on peut le voir. Et par ailleurs, on peut même dire qu'elle colonise cet espace. Donc, justement, ici, on voit le rapport qu'il peut y avoir à de l'espace public par les citoyens, puisqu'ils ont installé différents potagers collectifs sur les plaines de cet aéroport. Alors, les pistes de cet aéroport ont été conservées et elles font le bonheur des skateurs et des cyclistes. Et donc, dans ce cas-ci, on n'est pas encore véritablement dans de la désimperméabilisation, on n'est pas non plus dans de la désartificialisation, hein. On est juste dans un changement de fonction, mais qui illustre bien l'appétit des citadins pour, quelque part, la production d'espaces verts, le besoin, quelque part, de ces espaces verts. Il y a tout de même un certain retour de la nature, puisque justement l'entretien n'est plus, la gestion n'est plus identique à celle qu'elle était dans le cadre de l'aéroport, et donc il y a une forme de renaturation qui se fait par endroits sur cette plaine. Alors un second exemple, à beaucoup plus petite échelle, on parle ici d'un site d'1,5 hectare, qui est une ancienne usine de Citroën située à Asnières-sur-Seine, donc dans la banlieue parisienne. Cette usine a cessé ses activités en 2010 et elle a été rachetée par le promoteur immobilier Nexity. Alors, on est dans la banlieue parisienne, donc on peut imaginer que le coût du foncier est assez important. On est ici à quelques minutes du RER parisien. Et par ailleurs, on est aussi sur un espace qui, au niveau de son affectation, est une ZAC. Et donc, il y a eu, dans le cadre de ce projet immobilier, une discussion entre la ville et le promoteur, et pour aller vers quelque part une conversion de cette friche en un quartier mixte avec des logements, des bureaux, des commerces,
et également tout un parc urbain avec une plaine de jeux. Et donc ce projet a été inauguré en 2017. Ici, on est véritablement dans un projet de de désimperméabilisation, puisqu'on était sur un site qui était fortement imperméabilisé, et donc une grosse partie des travaux a consisté en la déconstruction des bâtiments et la désimperméabilisation, donc le retrait de la dalle de béton qui occupait cet espace. Et également, il y a eu tout un remaniement de la terre par endroits. Et après, évidemment, il y a eu un aménagement pour la création de ce nouveau parc urbain, avec la création de bassins, l'installation de pelouses, la végétalisation et également quelque part le citoyen qui avait aussi la possibilité de s'exprimer dans ceci, notamment à travers les bacs potagers qui sont installés et qui apportent une composante sociale à ce projet. Et donc, juste pour terminer par rapport à ceci, donc ici, on est dans un projet qui, quelque part, est véritablement un projet de déminéralisation. On est passé d'un espace qui était fortement imperméabilisé vers un espace dans lequel on a beaucoup plus de zones qui sont perméables et qui permettent justement donc, de lutter contre tous les phénomènes liés à l'imperméabilisation des sols. On n'est pas encore dans de la désartificialisation, puisqu'ici, on a conservé les fonctions urbaines. Un exemple de désartificialisation, en voici un, c'est la friche du PCUK à Roubaix, qui est un site de 40 hectares, qui est aussi en fait un site qui est principalement au cœur d'une ville, et qui en fait était occupé par une industrie jusqu'en 1983. Et ce site a été fortement pollué. Il était même considéré comme l'un des sites les plus pollués de la métropole lilloise. Et en 2004, il y a eu, suite à une demande de Lille Europe Métropole, une prise en gestion et une acquisition du foncier par l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Et cet établissement public foncier, de 2007 à 2010, a conduit des travaux de requalification du site, donc c'est-à-dire une déminéralisation et une dépollution. L'objectif était de convertir ce site en espace naturel, donc c'est pour ça qu'ici on peut véritablement parler de désartificialisation, et on a ainsi profité quelque part des services écosystémiques qui sont produits à travers ces espaces naturels, notamment par l'ouverture partielle aux visiteurs. Donc voici un aperçu du site avant l'intervention du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, ça fait déjà un certain temps que le site est à l'abandon, et vous pouvez voir que la végétation n'a pas énormément colonisé l'espace, tout simplement bien en raison de cette pollution et de cette imperméabilisation des sols. Les travaux, eh bien, ça a été de dépolluer, de déminéraliser et de reconstruire donc, ces fameux technosols qui vont permettre à la végétation de s'installer. Et également, il y a eu l'aménagement de cavités, donc de bosses, de fosses, pour quelque part créer une diversité sur le site, une diversité de relief qui va permettre l'installation d'une biodiversité aussi intéressante. Et donc voici un aperçu du site après les travaux, où on peut voir que donc, il y a eu une recolonisation par la flore et l'installation de zones humides. Et donc la faune également s'est installée, donc une biodiversité s'est installée sur le site. Donc ici, il y a véritablement une désartificialisation puisqu'on est dans le cadre, donc l'objectif est vraiment de maintenir un espace naturel. Alors un dernier exemple à aborder, c'est l'initiative Sous les pavés à Montréal, qui consiste en fait en des projets de déminéralisation et de végétalisation de l'espace public. Et l'originalité de ces projets, qui sont à beaucoup plus petite échelle en fait que ceux qui ont été présentés juste avant, eh bien, ce sont des projets de démarche participative citoyenne pour enlever l'asphalte à la main. Alors, ils insistent sur le caractère à la main de cette démarche, puisque ça permet véritablement d'avoir des actions concrètes pour le citoyen et aussi un caractère social très important. Ici, vous voyez la première étape qui consiste à retirer l'asphalte. Et la seconde étape, eh bien, c'est de revégétaliser, donc de replanter, de créer un espace végétalisé, également toujours
par la participation citoyenne, et donc toujours avec ce caractère social. Alors, si vous allez sur le site internet du Centre d'écologie urbaine de Montréal, eh bien, vous pouvez voir quelques aperçus de différents projets qui ont été réalisés dans le cadre de cette démarche. Ici, vous avez des photos avant-après d'un site, enfin, d'une place urbaine, pour laquelle on a déminéralisé en vue de créer un parterre et donc d'améliorer quelque part le cadre de vie. Un autre exemple ici, au pied de différents immeubles résidentiels, on a transformé une cour en un jardin avec différents potagers. Et l'on vient maintenant à la troisième partie de cet exposé, où je vais parler de différentes perspectives qui pourraient avoir lieu par rapport à ces différentes notions de désartificialisation et de déminéralisation. Tout d'abord, évidemment, il faut bien se rendre compte que la désartificialisation et la désimperméabilisation, elles sont peu mises en œuvre, principalement en raison de la faible rentabilité financière, qui peut même parfois s'avérer négative. Je pense que les acteurs de terrain sont très conscients de cela. Et donc, en l'absence de contraintes en faveur de ces pratiques, ce qui se passe, c'est que très généralement, on abandonne plutôt les espaces qui n'ont plus d'utilisation, et par ailleurs, on artificialise de nouvelles superficies parce que ça coûte moins cher, et on les artificialise sans qu'il y ait de compensation, puisque justement, on ne désimperméabilise pas et on ne désartificialise pas. Et donc, c'est en partie ce qui se passe par rapport à différents espaces chez nous, notamment par rapport à la fonction résidentielle. On a des immeubles qui sont parfois laissés à l'abandon, qui justement, ce qui peut présenter des problèmes de sécurité aussi. Et à côté de ça, on construit de nouveaux lotissements. Et même chose du point de vue économique, on a des espaces d'activité économique qui sont à l'abandon, qui forment des sites à réaménager. Et à côté de ça, on crée de nouveaux espaces d'activité économique. Et pourtant, la désartificialisation, elle peut être perçue comme une stratégie opérationnelle. On sait qu'il n'est pas forcément pertinent ou rentable de vouloir réutiliser certains espaces abandonnés pour des fonctions urbaines. Eh bien, perdu pour perdu, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas désartificialiser ces espaces et du coup bénéficier des services écosystémiques qui seront produits? Par ailleurs, la déminéralisation, on l'a vu, ça peut aussi améliorer le cadre de vie, ça permet quelque part d'améliorer l'habitabilité et la durabilité des tissus urbains, donc ça peut contribuer à ce que la population ait envie de revenir en ville, et de cette manière aussi indirectement à limiter l'artificialisation de nouvelles terres à l'extérieur de la ville. Et je vais terminer avec ceci. Donc dans le cadre de son plan pour la biodiversité à l'horizon 2030, la Commission européenne a appelé les villes européennes de 20 000 habitants ou plus à élaborer d'ici la fin de cette année des plans ambitieux d'écologisation de l'espace urbain. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Eh bien, ils entendent la création de forêts, de prairies, de parcs et de jardins à l'intérieur même des villes, la végétalisation des murs et des toitures, l'amélioration de la connectivité entre les espaces verts et une amélioration de la gestion. Et donc, je pense qu'on peut, en tout cas, c'est un peu le message que je souhaite faire passer, on peut envisager que la désartificialisation fasse partie, quelque part, de ces plans d'écologisation de l'espace urbain pour la création de nouveaux espaces verts. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole aux éventuelles questions et réactions. Non, merci beaucoup. J'ai choisi 4 projets à vous présenter. Un à Bruxelles, un autre à Paris, un autre à Arles et un 4e à Londres. Et j'ai essayé de les choisir en disant dans une sorte de gradient de plus en plus complexe et technique pour montrer comment cette nature en ville est une construction inventée par l'homme avec l'aide de la logique de la nature. Et souvent, quand je donne des cours ou des conférences, je dis qu'il ne faut pas imiter l'image de la nature, mais il faut copier ses logiques, en fait. Il faut utiliser les logiques de la nature pour produire du paysage. Et juste en introduction, je montre quelques images magnifiques qui nous marquent beaucoup. Ici, un de mes bons plans est Alexandre
Alexander von Humboldt, qui essayait de mieux comprendre la nature et tous les éléments qui interagissent les uns avec les autres. Et justement, cette envie de comprendre le monde qu'on habite. Et je pense qu'il y a dans notre métier, il y a quelque chose entre cette observation poussée qu'on essaye de mener et l'interaction dans la nature même. Et ici, je montre Viollet-le-Duc, connu pour ses églises, les rénovations des églises, mais aussi un grand amateur des randonnées. Pendant 10 ans, il a essayé de dessiner le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc. Et en le dessinant, il essayait de le comprendre et il était en train en même temps de le restaurer. En fait, pour lui, la nature était comme un artifice qu'on pouvait restaurer, qu'on pouvait améliorer. Et entre ces deux grands actes de cette observation et cette interaction, je pense se trouvent toutes les possibilités des projets de paysage que je vois vraiment comme une façon de façonner le monde. Je montre d'abord un projet ici à Bruxelles, le site de Tourentaxis, le long du canal. On est dans une artificialité totale. La Seine a été canalisée ici un peu plus loin. Le canal a été créé pour allier le port d'Anvers avec celui de Charleroi. Et sur ce site-là, en fait, un site qui était auparavant dédié à l'arrivée des biens avant d'être distribués, site complètement artificialisé, complètement aplani pour le ballast sur lequel se trouvent tous ces rails qui permettent l'arrivée des trains, comme vous voyez ici sur cette ancienne photo. Et du coup, arrive la question de faire un paysage, en fait un paysage qui accompagne un développement, un grand développement, on parle de plus de 400 000 mètres carrés d'espace à construire, et comment faire un paysage dans un site dénaturé. Un site qui, en même temps, était et l'est toujours fascinant par quelque part par son échelle démesurée. En pleine ville, on est sur le versant ouest de la vallée de la Seine, et moi, je voulais garder cette grandeur de paysage, cette échelle qui est rare en plein centre d'une ville. Et en même temps, je cherchais une sorte de raison d'être de ce paysage. Il ne suffit pas seulement de planter des arbres, il faut créer un paysage qui est en relation avec son territoire. Du coup, ici, quelques exercices qu'on faisait pour incorporer tout le patrimoine archéologique et industriel, ainsi que ce principe de chemin de fer. En fait, on s'est rendu compte que le site s'inscrit dans un système d'affluents, un système de vallées secondaires qui déversent dans le double système du canal et de la Seine. Et de cette recherche, de cette cartographie, est venue l'idée de dessiner tout le parc comme un affluent, un parc comme un système de réservoir d'eau aussi, qui va accompagner justement la construction de ces nouveaux bâtiments. Et du coup, en parlant avec le promoteur, on s'est dit, voilà, on peut créer un grand parc à l'échelle des grands parcs du 19e siècle, comme vous voyez ici sur cette carte. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse au moins aussi bien que ces paysagistes comme Kielich, justement, qui a dessiné le bois de la Cambre, en travaillant sur cette ondulation, cette topographie, ce plan d'eau, ces arbres. Sauf que nous, on était sur un site industriel, complètement plat, et on n'avait absolument pas d'argent. J'avais moins de 20 € le mètre carré pour faire ces aménagements. Et du coup, on s'est dit, la première chose à faire, c'est d'enlever ce côté plat, en fait, de recréer une vallée, si vous voulez, et surtout de recomposer le sol. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé 80 cm de ce ballast, et aussi de tout venant, de tout ce qu'on avait ajouté sur le site.
et on a recomposé le sol avec ces éléments-là, dans lequel on a planté 3000 arbres pionniers, 300 arbres de croissance plus lente, pour qu'un parc évolutif s'installe et que c'est finalement les racines même de ces arbres pionniers qui vont améliorer le sol, le préparer pour les arbres de croissance plus lente qui vont prendre le relais ensuite. Et du coup, c'était vraiment un travail de topographie qui ensuite nous a permis de se rendre compte que le ballast, parce qu'en fait, on n'avait pas l'argent pour décharger cette couche de ballast, mais on s'est rendu compte que, on avait fait des tests sur site, que le ballast arrive à bien stocker l'eau dans les interstices. Et du coup, on a créé des réservoirs d'eau finalement de 1 million de litres d'eau dans 2 réservoirs souterrains qui vont permettre qui vont jouer dans l'équation de cette construction et la nécessité de garder l'eau sur place pour ce développement. Du coup, le parc devient performant et l'aménagement du site devient une partie entière de la construction qui va suivre. Ici, vous voyez le ballast qu'on est en train d'enlever. On a ensuite emmené une machine sur site pour filtrer les différents éléments entre le gros ballast, le moyen et le fin. Du coup, on a mis le ballast de chemin de fer dans ces réservoirs souterrains et on a créé un nouveau sol avec la couche supérieure sur le site. Du coup, vous voyez ici, le site devient assez vallonné. Ici, vous voyez les derniers éléments. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on a ces 2 grandes pelouses, des cuvettes en fait, qui servent de wadi, qui récupèrent les eaux du site, mais aussi de bâtiments qui sont en train de construire. Et une fois par an, c'était le cas justement cet hiver, ils inondent, hein, les cheminements sont plus hauts. Ça a été calculé pour qu'on arrive à capturer tout l'eau nécessaire. Là aussi, par exemple, on n'avait pas l'argent pour mettre une couche de terre végétale de 30 cm et planter une pelouse. On a planté du trèfle et le trèfle a enrichi le sol et la pelouse qui est là actuellement est venue d'elle-même. En fait, on ne l'a jamais plantée. Aujourd'hui, on a une très belle pelouse qui s'est fait une sorte de succession écologique après le trèfle qu'on avait planté. Et du coup, on a réussi je l'ai toujours dit, ce n'est pas un parc finalisé, mais c'est un parc en évolution, un parc évolutif. Pour, je me souviens, 18 € le mètre carré, on a su enclencher cette transformation qui, toujours aujourd'hui, continue avec les plantes pionnières qui n'arrêtent pas de pousser. Et la deuxième ligne ou la succession qui se prépare. De Bruxelles, je vais à Paris et là, on n'est pas sur un site industriel, mais on est carrément au-dessus d'un boulevard urbain qui rentre dans la dalle de la Défense. Pour ceux qui connaissent, ça c'est la CNIT et la Grande Arche se trouve juste ici. Paris se trouve dans l'axe à droite en haut. Et ici, un autre promoteur avait trouvé 1000 lieux pour mettre des micropieux sur lesquels il pouvait construire un gratte-ciel. Pour le faire, il allait couvrir de 4000 m² ce boulevard urbain. Et j'étais lauréat du concours pour repenser cette dalle flottante. Évidemment, on n'est pas dans la terre, on n'est pas dans l'eau, on est sur un pont. Et je me suis dit, en fait, on n'est pas loin d'un système ou d'un milieu assez hostile avec ces gratte-ciels comme des glaciers, avec le vent qui tape parce qu'il y a tout ce downdraft. Et je me disais, en fait, mais où est la ligne d'arbre, où est la tree line qui marque à chaque fois une sorte d'horizon et qui marque une courbe de niveau dans les chaînes de montagne. Et du coup, quand on a
transcrit la défense, on s'est dit, voilà, il y a ces glaciers, essayons de mettre le tree line, la lignée d'arbres, et essayons d'imaginer une sorte d'espace minéral qui est comme comme celui d'une montagne, et peut-être les escaliers deviennent une sorte d'avalanche de pierres. Là, du coup, on a imaginé, ça c'est un CGI, c'est une perspective, on a imaginé cette lignée d'arbres qu'on a finalement installée dans seulement 52 cm de terre végétale, mais les 52 cm sont répandus sur 4000 m². Du coup, on a le volume qu'il faut, on n'a pas l'hauteur, mais on a le volume. On a fait préparer les arbres en pépinière 2 ans en avance pour avoir une motte assez grande, mais plutôt plate que haute. Et du coup, on a installé ces arbres là où on pouvait. Ici, vous voyez les poutres de ce pont, entre les poutres remplies de terre. Et ensuite, il n'y a pas de composition, on prend juste en compte toutes les contraintes, les voies pompiers, les accès PMR, et on a planté les arbres là où on peut, le plus possible. J'avais l'obligation, dans le permis d'urbanisme, de planter 9 arbres. On en a planté 100 finalement sur cette dalle flottante. Et du coup, il y a des capteurs d'humidité qui sont directement liés à l'arrosage automatique, parce que j'ai voulu créer ce paysage indépendant, et finalement, on a un rapport chaque semaine pour comprendre où se trouvent les racines. Et oui, c'est une première fois qu'on l'automatise autant, et finalement, c'est les racines eux-mêmes qui demandent de l'eau au système. Quelques photos, ce n'est pas encore complètement terminé. Si vous voyez les arbres qu'on a plantés, on a tout mis dans une pierre massive de granit, et du coup, il y a vraiment cette dalle flottante qui ne repose pas sur la terre qui continue en dessous de ce plancher de pierre, si on veut, et qui continue et du coup descend vers la ville qui se trouve plus bas que l'esplanade de la Défense. Vous voyez, ça a été planté l'année passée, il faut donner 2-3 ans, mais du coup, cet horizon, on va vraiment le sentir parmi ces glaciers de ces gratte-ciel. Je continue vers le sud, je vais à Arles, où là, on est sur un sol créé, ou un sol, je dirais, on a un socle en béton, une sorte de vide créé par la SNCF dans le début du 19e siècle, pour créer un parc. Ce projet s'appelle le parc des ateliers, pour réparer des locomotives. Et là, en fait, on a creusé un espace plat de nouveau dans le rocher. Du coup, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'eau. Et en plus, on est sur un site archéologiquement sensible parce qu'on est sur une ancienne nécropole. Du coup, je n'ai pas le droit de creuser sur la plupart du site. Arles se trouve entouré par des paysages incroyables, la Crau, la Camargue, les Alpes, avec une logique à chaque fois très différente de la nature, qui arrive à pousser dans les crevasses de ces espaces minéraux, qui arrive à lutter contre le vent, comme le tamarisque ici, ou qui encore arrive à pousser dans l'eau salée de la Camargue. Et on s'est dit comment on peut utiliser ces logiques de cette nature pour végétaliser le site. Ce site de 6 hectares qui va devenir un site pour la création de l'art par la fondation Luma. Et du coup, on s'est imaginé comment la nature aura elle-même, comment elle aurait pu arriver sur le site. Il y a le Mistral, ce vent fort qui vient du nord et qui amène directement depuis les glaciers en Suisse, en suivant le Rhône, aura amené du sédiment sur le site. C'était l'hypothèse qu'on s'est imaginée. On avait les études de vent, et du coup, on s'est imaginé une topographie à partir des études de vent, cette topographie qui crée des différents milieux, et ces milieux qui amènent différents types de végétaux. Du coup, quelque part, et c'était évidemment une science-fiction, on a essayé d'accélérer le processus de succession écologique et je dirais pousser en 20 ans ce qui aurait pu se passer en 200 ans.
Du coup, là où on ne peut pas creuser, on est obligé de remonter pour pouvoir planter. Du coup, on a creusé un lac là où on pouvait, et le déblai devient le remblai. On l'a façonné par le vent, ou imaginé par le vent, et on l'a planté ensuite. Et du coup, je trouve assez intéressant ce plan-là. En fonction de la terre qu'on a, on a des végétaux d'une succession suivante. Si les pionniers se trouvent dans peu de terre, le pin passol se trouve 100 ans plus tard dans 150 ou 200 cm de terre. Et du coup, le déplacement dans l'espace devient un déplacement dans le temps. L'eau vient d'un canal qui passe à côté. Il est récupéré dans un étang, et cet étang-là va servir pour purifier l'eau et ensuite la distribuer vers toutes les zones plantées. Du coup, on a poussé encore beaucoup plus loin cette conception de nature avec toutes les logiques que propose la nature, mais d'une façon artificielle, dans l'idée que sous la dalle, ici, il n'y a pas terre ni d'eau, du coup, l'eau est vraiment amenée. Après, on a travaillé avec eux des végétaux du sud, dans l'idée que dans 2-3 ans, si leur système racinaire s'est développé, l'eau de pluie suffira. Comme on le sait, avec les changements climatiques, il n'y aura pas moins d'eau, mais il y aura plus d'eau en moins de temps. Du coup, on a créé un réservoir hydrique sous ces collines, et quelque part, on a, encore une fois, utilisé la logique de la nature pour produire un milieu qui va permettre à ces végétaux de pousser. Je passe un peu les aspects techniques, mais du coup, à chaque fois, on a créé un réservoir hydrique qui peut capter l'eau de pluie et qui ensuite, par capillarité, va remonter pour nourrir les végétaux. On a planté plus de 1000 végétaux, des grands, des petits et des moyens, pour créer cette forêt urbaine sur cette dalle en béton, sur de immenses toits jardins, si on pense bien. Ici, vu de la tour, encore enfin en construction, ici, il y a le temps qui se crée. Et du coup, ceci est suivi par une centaine de détecteurs d'humidité pour vraiment comprendre la croissance des racines dans ces buts, et en fonction de cela, d'imaginer l'arrosage nécessaire. Du coup, ça devient une sorte d'expérimentation scientifique dans le sens qu'on suit tout et qu'on aimerait bien aussi pouvoir dire combien de production de bois, combien même que la température baisse avec l'évapotranspiration qu'amènent ces arbres. Et pour terminer, un tout petit projet à Londres. On est dans une cour, encore une fois, complètement artificielle, un ancien bureau qui est rénové en boutique hôtel, et où on me demande de planter la cour. Il y a un restaurant au niveau -1, puis des espaces communs sur le niveau ici, et ensuite des galeries qui amènent vers les chambres sur les 4 côtés. Et là, en fait, tout le paysage, si j'ose dire, se trouve dans la poutre. Avec l'architecte, j'avais négocié pour avoir une poutre en U dans laquelle on peut mettre une terre végétale spécialisée, de nouveau des détecteurs d'humidité, arrosage automatique, et tout cela caché sous le plancher, qui permettent d'avoir 500 plantes grimpantes en fait, qui poussent dans ces poutres, ça se voit pas. Et depuis en bas, en fait, on a l'impression que c'est des plantes de 10 mètres d'auteur, mais en fait, voilà, il y a différents étages de terre, et qui soudainement, en plein centre de Londres, on se trouve à 10 minutes de National Museum, du British Museum, on se trouve soudainement dans une sorte d'oasis étonnante, en plein cœur de Londres. Et là aussi, quelque part, la
la compréhension du microclimat que propose ce bâtiment permet d'imaginer un autre type de végétation que ce qu'on aurait pu imaginer ailleurs. Ces plantes-là, on les met de l'autre côté de la façade, ça ne marchera pas. Ici, ils sont à l'abri du vent et ils sont, disons, un peu chauffés quand même par toutes les activités humaines autour de l'hôtel, qui fait que cela permet de survivre les hivers. Voilà 4 exemples pour montrer comment la compréhension du lieu dans lequel on travaille permet d'imaginer une nouvelle nature ou d'imaginer d'amener de la nature d'une nouvelle façon. Parce qu'il ne faut pas oublier que les villes, ce sont des lieux artificiels, hein, créés par l'homme. Et il faut, tout comme, et là je fais le lien avec le début, comme dans le 19e au 18e siècle, on essayait de comprendre la nature qui nous entourait, il faut qu'on explore le milieu urbain qu'on a créé nous-mêmes, de mieux le comprendre et de voir comment on peut réintroduire une nature appropriée dans ces lieux qu'on habite.